Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Open Startup, c'est un événement qui permet de connecter les entreprises innovantes et le grand public. Le temps d'une journée, il est possible d'aller à la rencontre des startups directement dans leur bureau et ainsi de rencontrer certains des fondateurs et fondatrices les plus inspirants de l'écosystème technologique. C'est aussi aujourd'hui ce podcast qui me permet d'échanger à la fois avec des chefs d'entreprise sur leurs aventures entrepreneuriales, mais aussi d'aborder des thématiques connues des entrepreneurs avec des spécialistes dans leur domaine. Je m'appelle Guillaume Comagnac et j'ai le plaisir d'enregistrer ces différentes conversations grâce à Tracteur, partenaire technique de premier choix pour les entrepreneurs dont je fais fièrement partie, et qui accompagne les startups dans le développement de leurs projets numériques. Dans cet épisode, je suis super heureux d'accueillir Léa Thomassin, une des pionnières en France de ce que l'on appelle la Tech for Good, littéralement la technologie pour le bien. Ces entreprises Tech for Good œuvrent pour une société plus durable et responsable en utilisant les possibilités technologiques. On revient ensemble sur l'histoire et les valeurs de Helloasso, qui est d'ailleurs agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. On ne le dit pas dans l'épisode, donc j'en profite ici. C'est aussi une discussion engagée, notamment sur la condition des femmes et les inégalités entre les femmes et les hommes dans notre société. Enfin, je dois vous dire par avance que je suis hyper fan de Helloasso, donc ça doit certainement beaucoup s'entendre, tout comme le fait que c'est l'un de mes tout premiers enregistrements. Je vous souhaite maintenant une bonne écoute. Bienvenue Léa sur ce podcast, ravi d'être ici dans vos beaux locaux, merci de m'accueillir. Avec plaisir. On est ensemble pour parler évidemment de Helloasso, dont tu es une des cofondatrices, mais aussi on va parler quand même de toi, et puis en substance après de plein de bonnes choses que je trouve très cool chez Helloasso. Avant de parler de tout ça, est-ce que toi tu peux te présenter ? Bien sûr. Je m'appelle Léa Thomassin, j'ai 33 ans. J'habite à Bordeaux depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Okay. Je suis entrepreneur, j'ai monté Helloasso en 2009 avec mon associé à Paris. Et je suis engagée dans la vie associative depuis longtemps. Je suis une des administratrices de la Fondation des femmes. Et globalement, j'essaye de consacrer mon temps à mener des projets à impact. Donc, que ce soit dans l'associatif, que ce soit dans l'entrepreneuriat avec Helloasso. Trop bien. C'est bien parce que tu as déjà mentionné la Fondation des femmes. Ça faisait partie des nombreux sujets où je me suis dit, bon, forcément, à un moment donné, on va en parler, mais c'est bien. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Donc, Helloasso, moi j'ai l'habitude de le dire, de le présenter en tout cas à des gens qui ne connaissent pas, en disant que vous êtes un fournisseur de solutions numériques pour les associations, et en particulier sur le paiement, les transactions financières, la collecte de dons. Ouais, c'est bien. Est-ce que comment toi tu le pitches en général en 30 secondes, c'est à peu près comme ça ? C'est à peu près comme ça. Notre mission, c'est effectivement d'accompagner les associations dans leur développement et en particulier dans leur transition numérique. Aujourd'hui, on a développé une solution de paiement pour les associations qui va être adaptée aux différents besoins qu'elles peuvent avoir. Donc on va gérer aussi bien de la collecte de dons que de la gestion des adhésions en ligne, que de la billetterie pour les associations. Mais c'est pas tout parce que cet accompagnement, au-delà de l'outil, il prend aussi la forme d'un accompagnement humain parce qu'on a identifié que mettre à disposition des outils, parfois c'est pas suffisant. Dans notre cas, pour le public associatif, c'est pas suffisant. Donc on a aussi tout un volet, toute une activité qui est de l'accompagnement des associations vraiment à se saisir du numérique. Et en fait, on est convaincu que le numérique est une grande force. C'est un outil qui a plein de potentiel. Et nous, on s'est dit, on veut le mettre dans les mains des acteurs associatifs. On veut qu'ils puissent s'en servir pour faire rayonner leurs projets et leurs missions encore plus loin. Donc, c'est vraiment ça qui nous occupe. Ouais, quand tu le dis, moi j'entends beaucoup le côté très dans le monde associatif. Alors c'est un cliché, je déteste ça, mais presque un peu papier-crayon historiquement qu'avaient les associations d'utiliser. Vu que dans les associations c'est quasiment que des bénévoles, donc c'est beaucoup de gens qui font ça dans leur temps libre ou à côté. En tout cas pour gérer au quotidien une association, c'est vrai que il y a des gens qui sont plus familiers avec le numérique et donc ils vont les utiliser, ils vont, aller utiliser des Google Drive pour s'organiser, des groupes WhatsApp, mais on a aussi beaucoup d'associations qui connaissent pas trop ça et c'est vrai que vous arrêtez pas seulement
à fournir un outil. C'est ça que je trouve trop bien. Il y a aussi une partie formation et vous aviez lancé, il me semble, l'Académie Eloasso ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le nom. Oui, effectivement, comme tu le disais, il y a beaucoup de bénévoles dans le secteur asso. Il y a 90% des associations sont gérées par des bénévoles. Donc, ce qui veut dire que là aussi, en termes d'évolution des pratiques au sein de l'association, c'est pas des salariés d'une entreprise qui a des budgets formation, des budgets de ressources pour mettre en place des nouveaux outils et accompagner tous ses collaborateurs dans des nouveaux usages. C'est des systèmes qui sont beaucoup plus informels, qui se basent sur du volontariat, sur la volonté des bénévoles. Donc, ce que tu décris comme le papier crayon, c'est encore une réalité dans beaucoup d'associations. Et effectivement, nous, on s'est dit, c'est dommage, c'est préjudiciable pour les associations parce que si elles avaient, cette corde à leur arc supplémentaire qui est l'outil numérique, elles gagneraient du temps, elles pourraient faire encore plus, et quelque part, tout l'aspect gestion papier-crayon pourrait être remplacé par quelques clics pour faire la gestion de l'asso. Et sur ce volet de la formation, on a testé plein de trucs. On a fait effectivement l'Académie Eloasso, qui est une formation en ligne, donc l'équivalent d'un MOOC, en une dizaine de séances, qui permet à une association, un responsable ou un bénévole associatif de découvrir ce que peut lui apporter le digital, et on lui donne ensuite pas mal de conseils sur comment il peut s'en servir pour son asso. Mais en fait, quand on a fait ça, on s'est rendu compte que le fait que ce soit une formation en ligne, c'était pas forcément accessible au public qui en avait le plus besoin. Parce qu'il s'agissait déjà de se connecter, d'aller au bon endroit, de trouver le lien en ligne, de suivre la formation. Et en fait, toi et moi, on est jeunes, mais on ne se rend pas compte vraiment de la fracture qu'il existe au niveau de l'usage numérique. Et nous, les coups de téléphone qu'on a des associations, c'est quelle est la différence entre une URL et une adresse mail. Donc, en fait, accéder à cette formation en ligne, c'était déjà une grosse étape. Donc, on a ensuite fait des formations sur le terrain. On a fait un tour de France avec un petit van, et on a été faire 25 sessions de formation, donc ça s'appelait les campus Eloasso, et là ça a cartonné. On arrivait dans des villes où c'était en 2016, donc en plus on n'était pas très connus, mais on avait 300 assos dans la salle pour venir découvrir justement qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec le digital. Et ça, on s'est dit, c'est bien, mais tout seul avec nos petits bras, on va pas réussir à former le secteur associatif. Donc aujourd'hui, on a une approche où on forme des écosystèmes locaux. Et typiquement, en France, on est un peu des champions de l'associatif. Il y a 1,5 million d'associations. Trop bien que tu parles de chiffres, parce que du coup, je te coupe, parce que je t'en prie. J'avais pour idée de faire une partie un peu chiffrée pour justement poser tout sur la table et que toutes les personnes qui écouteront aient un peu des éléments qui posent un état des lieux, on va dire, actuel là où on enregistre. On peut faire ce petit jeu de questions-réponses ensemble, parce que c'est vrai qu'en plus là on est parti vite en besogne sur comment déjà vous travaillez, mais c'est bien normal, parce que voilà, je pense que c'est tellement intéressant. Donc pour démarrer, juste Eloasso, on a dit ce que vous faisiez, mais on va y revenir quand même plus dans le détail. Année de création 2009. Nombre d'assos en France 1,5 million. Nombre d'assos sur Eloasso 128 000. Nombre de collaborateurs chez Eloasso 70. Ok. Montant en levée de fonds, si ça peut être communiqué. Pour les assos ou pour nous on va faire les deux alors. Pour les assos, 310 millions. Génial. Et pour nous, 7. Ok. Une question un peu piège. Le prix des services Eloasso ? Gratuit. On va y revenir. Le pourcentage des utilisateurs qui vous laissent un pourboire ? 1 sur 2. Ok. Le pourboire moyen, vous l'avez ? 1,89 €. Ok, génial. Le nombre de peut-être transactions par jour sur Eloasso ? 1000 par heure. Ah ouais, ok. Bon, c'est déjà pas mal. Pas la nuit. Ouais. Bon, c'est top. Cool. Je n'avais pas idée sur ces derniers chiffres. Les autres, je les avais quand même assez trouvés. Vous communiquez régulièrement, parce que on en parlera aussi, mais la transparence, ça fait partie d'une de vos valeurs fortes. Et ce qui est bluffant, en tout cas quand moi j'ai préparé cet entretien, c'est que les chiffres, ils font presque x2, x3 là sur les dernières années. Du coup, à chaque fois j'essayais de trouver une source encore plus récente pour venir ici, et puis à la fin je me suis dit en fait je vais lui demander directement. Et c'est vrai que par exemple en 2019, l'année dernière quasiment, vous étiez à 80 000 associations.
140 millions d'euros depuis la création, j'avais vu. Et là, ce que tu nous as dit, c'est fou l'évolution. Comment t'expliques cette accélération là, qu'il y a eu? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein de facteurs. On a beaucoup travaillé. Et globalement, c'est vrai que depuis 2013, les chiffres doublent tous les ans. Donc que ce soit en termes de volume collecté que de nombre d'associations utilisatrices. Donc quand on se remet à 2013, quand on est arrivé à Bordeaux, à ce moment-là, on a 2000 associations sur la plateforme et on a collecté 2 millions d'euros. Et après, c'est un x2 tous les ans. Donc plus ça va, plus les montants sont importants. Nous, tout le début de notre croissance, ça s'est fait sur du bouche à oreille. Donc il faut savoir que jusqu'à début 2018, on n'a pas de budget de communication ou de marketing. On travaille avec les associations, on leur met à disposition un outil adapté et gratuit dans un marché où tout est payant. Donc globalement, où collecter de l'argent sur internet pour une association avant Hello Asso, c'était soit faire appel à sa banque pour avoir un contrat de vente à distance, mais c'est beaucoup d'installations ensuite techniques sur le site, soit c'est faire appel à des gens qui font du paiement en ligne pour tout le monde comme PayPal et qui vont se servir sur la collecte de l'association et qui en plus proposent des fonctionnalités très limitées. Et c'est ce qu'on n'a absolument pas envie quand on est une association, parce que déjà les budgets, il y a des associations qui sont très connues en France et dans le monde, mais la majeure partie là, des plus d'1,5 million d'associations qui existent en France, c'est quand même souvent des petites structures. Là, tu dois mieux avoir les chiffres que moi. Mais... La majorité des associations, ont plus de la moitié, ont un budget inférieur à 10 000 euros annuel. Donc on est vraiment sur des micro-structures. Et comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de structures de bénévoles qui ont des petits budgets. Donc effectivement, chaque euro compte. Et globalement, je pense que c'est une attente des assos, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle de commissionnement qui est mis en place sur la plupart des plateformes, à mon sens, il n'a pas vocation à durer. Je trouve que d'être un peu le sentiment de prise d'otage entre deux acteurs avec l'intermédiaire au milieu qui va capter une grosse partie de la valeur, je pense que c'est pas un modèle d'avenir. En tout cas, nous, on se reconnaissait pas du tout là-dedans. Donc clairement, c'est ce qui est dominant. Et d'autant plus quand on travaille avec un public associatif. Et c'est ce que tu évoquais, c'est que pour nous, tout est parti de la question de la transparence. On s'est dit, on a envie d'être un partenaire pour les associations, on veut pas être un intermédiaire opaque, donc on a envie d'expliquer concrètement aux contributeurs, et peut-être que je peux expliquer un peu le modèle économique d'Hello Asso, parce que quand on dit qu'on est gratuit et qu'on prend pas de commission et néanmoins qu'on est 70, ça étonne toujours un petit peu. Et globalement, nous on a choisi un parti pris de la transparence, et où on propose aux personnes qui font un paiement sur Hello Asso de laisser un don pour financer la plateforme. Ils ont le choix de le faire. Donc ce que je disais, il y a une personne sur deux qui aujourd'hui choisit effectivement de soutenir Hello Asso en laissant cette contribution volontaire. On a commencé dès le début sur ce modèle-là. Et quand on s'est lancé, c'est un modèle qui existe aux États-Unis aussi, qui s'appelle ce qu'ils appellent le tip-based, donc basé sur du pourboire. En tout cas, c'est un modèle culturellement, c'est beaucoup plus ancré. On le voit dans plein d'endroits. Il y a, dans les musées aussi, il y a le fameux pay as you can't ou you can, pardon, pas can't. Et culturellement, c'est quand même plus ancré là-bas. Vous voyez cette idée-là, vous dites, ok, on va le faire en France. J'imagine que ça n'a pas dû être si simple que ça. Alors peut-être techniquement, ça a été simple de dire ok, on le fait, ensemble, on décide de le faire, mais après, entre le moment où on décide de le faire et le terrain, vous avez certainement avoir beaucoup d'injonctions en mode oui. Globalement, on a rencontré plein de personnes qui nous ont dit mais ça marchera jamais. Les Français n'ont pas du tout la culture du pourboire. D'autre part, ils sont radins. Les gens vont rien vous laisser, et il y a plein de partenaires ou de gens un peu stratégiques qu'on a pu croiser dans notre parcours, ou d'investisseurs qui ont dit on n'y croit pas une seconde. Et vous, ça vous a jamais mis le doute, parce qu'au bout d'un moment, j'imagine que
tu dois avoir quand même beaucoup plus de gens qui font des remarques ou des critiques que de gens qui vous soutiennent, ou alors c'est assez équilibré, tu te rappelles En fait, des deux parties, c'est des remarques qui sont assez virulentes, soit très négatives, soit au contraire très positives. Et donc, quelque part, je dirais les retours qu'on pouvait avoir qui étaient « ça va jamais marcher », ils étaient compensés par des « mais c'est hallucinant de fonctionner comme ça ». Et c'est génial. Et donc, en fait, nous, on a cherché plutôt à capitaliser là-dessus et et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui se reconnaissaient beaucoup plus dans ce modèle-là. Et d'autant plus au sein des associations où, en fait, les associations sont elles-mêmes financées, je dirais, de manière participative. Donc, quelque part, on avait l'impression aussi d'appliquer à nous-mêmes le modèle de nos utilisateurs. Donc, ça nous semble assez cohérent et c'est plutôt ces voies-là qu'on a choisi d'écouter. Et ça, vous l'avez fait dès le départ, parce que tu as dit 2009 pour la création, Ouais. et la partie pourboire, de ce que moi j'ai cherché, il y a quand même eu deux projets différents. Au départ, il y avait Made for Good, c'est ça ? Voilà, alors c'est la même entreprise. Ouais. C'est l'entreprise qui a changé de nom. Okay. Donc, du coup, c'est la même entreprise, mais effectivement, quand on s'est lancé... Quand tu dis au départ, qui c'est qu'il y a et comment ça vient l'idée, vous êtes où ? Vous êtes à Paris ? On est à Paris, et en fait... donc on est assez jeune, hein, puisque moi je suis en stage de fin d'études. Okay. Donc j'avais fait des études de commerce à Angers et j'ai terminé ensuite par un master en économie sociale et solidaire. Ouais. Dans ce cadre-là, j'atterris à La Ruche, qui est un espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat social à Paris, où je travaille en stage de fin d'études dans une structure avec un pionnier de l'entrepreneuriat social qui s'appelle Bruno Humbert. Et donc je travaille avec lui dans cette structure-là qui fait des partenariats entre assos et entreprises. Donc ça c'est notre métier. Et à ce moment-là se pointe une troisième personne, donc Ismaël Lemoel, et qui vient taper à la porte de cette structure qui était assez pionnière sur la vision de pouvoir faire les choses différemment. L'entrepreneuriat social, on est en 2009. Oui, il y a plus de 10 ans, c'est ça, c'est pas autant sur la table. Il y a plus de 10 ans, il y a pas, on n'en parle pas beaucoup, il y a peu de formations encore qui sont lancées sur le sujet, on en est vraiment au début en France. Et à ce moment-là, on se retrouve tous les trois à réfléchir à ce projet-là au sein de cette agence qui faisait les partenariats entreprises-assos, et on se dit à ce moment-là, il y a du souffle, on va créer une structure à part. C'est à ce moment-là qu'on crée Mail for Good. La première idée, c'est l'idée de faire un peu les Robin des Bois de la publicité en ligne et d'aller se dire qu'on va développer une petite application que les gens vont mettre dans leur mail. Ils vont diffuser un lien publicitaire en bas de chacun de leurs mails et une partie de ce revenu publicitaire va aller à une association. C'était, si tu veux, la version sociale de n'imprimez pas cet email, pensez à l'environnement. Ouais, ou alors, qu'on voyait partout. Un peu aussi, il me semble que c'était Hotmail qui s'était développé comme ça, où ce mail a été envoyé avec Hotmail et il y avait le lien, et c'était un peu les prémices de. Aujourd'hui, on appelle ça du growth hacking, mais en tout cas, mettre du marketing au sein de l'email, mais vous l'avez fait, comme tu dis, Robin des Bois, donc pour la bonne cause. Voilà, mais l'idée c'était effectivement, à ce moment-là, on s'était dit comment, si on veut utiliser le numérique pour faire connaître les assos et les aider à se financer, en fait le réseau social qui était majoritaire à ce moment-là, c'était l'email. C'est par là que se passait le gros de la communication en ligne. Donc on a commencé par ça. Assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était dur, c'était compliqué, parce que techniquement déjà c'était compliqué, c'était des applications qui étaient développées sur les navigateurs web, et on les avait développées pour Internet Explorer et Firefox, et Chrome s'est lancé à ce moment-là, et on n'avait pas l'application pour Chrome. Ils ont été très très vite après en termes de conquête du marché, et globalement c'était le début aussi sur Internet de la pub vidéo. Donc en fait nous, l'espace qu'on essayait de vendre aux annonceurs, c'était un lien hypertexte dans un mail, ça n'intéressait pour ainsi dire personne, et donc on a fait évoluer un petit peu le concept en disant on va garder l'email comme vecteur de communication, on va garder un message pour l'asso en bas de l'email, mais on va mener sur une page sur un site internet, on va proposer aux gens de regarder une vidéo publicitaire. Là, dès qu'ils regardent la vidéo, ça génère 5 centimes à l'asso. Et sur ce premier service, donc c'est ce qu'on appelle maintenant du don gratuit, ça s'est un peu popularisé, il y a d'autres services qui sont nés là-dessus, en fait on a beaucoup d'associations qui s'inscrivent. On a presque 300... Tu te souviens des toutes premières assos qui... complètement, parce que je les ai toutes rencontrées. Ouais. Et en fait, je pense que les 80 premières assos, je faisais signer des contrats de partenariat. Donc j'allais les voir, j'envoyais des conventions de partenariat, et au bout de 80, on a mis des CGU en ligne. Okay. Et donc, du coup, je me rappelle très très bien des premières avec qui on a travaillé.
Et à ce moment-là, donc on propose la feature de regarder des vidéos. Là, ça marche très bien. On a les CGU en ligne, on a 300 assos qui arrivent. Et là, on a beaucoup de personnes qui viennent sur notre site internet et qui regardent des vidéos au profit d'une association. On fait des levées de fonds de 5 000 € pour une asso à coût de vidéos qui génèrent 5 centimes. Et donc on se dit, on a des gens qui passent beaucoup de temps sur notre site, on va leur proposer, et je dirais qu'on y est venu de manière un peu fortuite, on va leur proposer de faire un paiement par carte bancaire en se disant, plutôt que de rester des heures à regarder des vidéos publicitaires, peut-être qu'ils peuvent prendre leur carte bleue et donner 10 € à l'asso. Et donc, je dirais, c'était pas l'idée initiale. On n'avait pas forcément la volonté de faire du paiement en ligne. Ouais, c'est presque le side project qui est devenu. Alors, c'est peut-être gros de dire side project, mais voilà, une nouvelle fonctionnalité. C'était de se dire, exactement, on met une nouvelle fonctionnalité qui est complémentaire à ce qu'on fait. Et en fait, là, on a, je me rappelle, en 6 mois, on a peut-être 1000 assos qui arrivent. Et vraiment, ça a été très très vite ensuite. Et on a mis le doigt sur ce qui était le vrai besoin des associations, qui était le don gratuit, regarder des pubs, c'est sympa, mais c'était pas ça qui était pénalisant pour être dans leur développement, c'était de pas pouvoir profiter aussi d'Internet pour faire des levées de fonds en ligne. Et donc ensuite, on a continué à approfondir, à se spécialiser sur les outils de paiement, comme je le disais, à le décliner selon les besoins des assos, jusqu'au moment où on a arrêté le don gratuit. Là, je me rappelle, on était déjà arrivé à Bordeaux, c'était un peu un déchirement pour nos utilisateurs historiques, mais en fait, on n'arrivait plus à le maintenir et c'était compliqué de faire les deux en même temps. Donc, on a arrêté, je pense, en 2017. Ok, et c'est là le fait que, avec l'arrivée à Bordeaux, est-ce que c'est un déménagement qui marque aussi une nouvelle vie là, dans l'entreprise Hello Asso? Qu'est-ce qui motive déjà le fait de venir à Bordeaux? Alors, ça peut être la qualité de vie, ça peut être plein de choses, mais tu vas nous dire. Oui, clairement la qualité de vie. En fait, on était dans la fin de notre vingtaine à peu près à Paris. Mon associé commençait à avoir une vie de famille, notre directeur technique aussi, beaucoup de transport, pas très épanoui en région parisienne. Et en fait, on a tous des attaches, moi dans le Pays Basque, mon associé à Toulouse, c'est notre directeur technique à Bordeaux, et ça avait toujours été une sorte de blague entre nous, en se disant un jour on bougera la boîte à Bordeaux. Et en fait, en 2013, on s'est dit ok, c'est le bon moment parce qu'on était 4. On venait de faire une levée de fonds, donc on savait qu'on allait recruter du monde et qu'après on ne pourrait plus bouger. Et donc, on est arrivé l'été à Bordeaux. Quand on est arrivé, on s'appelait encore Mail for Good. Et là, on a eu 3 mois qui ont été assez intenses parce que là, on s'est dit pourquoi on s'appelle Mail for Good. On fait plus de mail et on trouvait que le for good était réducteur par rapport à l'ampleur des projets associatifs. Et donc, on a changé de nom à ce moment-là. On a revu le site, on a revu le positionnement et on est arrivé à Bordeaux, à Darwin. Donc, je dirais, on avait toujours eu envie d'aller à Bordeaux. Et en fait, on n'imaginait pas à quel point ça allait nous aider. Ça nous a aidés parce que ça nous a permis d'être beaucoup plus focus. Et en fait, à Paris, on passait beaucoup de temps à faire des événements, à faire des rendez-vous. Et du coup, ça veut dire faire 1 heure de métro dans les 2 sens pour aller voir des gens. Et en fait, en étant à Bordeaux, du coup, on faisait beaucoup plus de choses par téléphone. Donc, en fait, on était plus efficace. Ça nous coupait un petit peu des écosystèmes parisiens. Et donc, ça, je dirais que c'est un peu l'impact négatif d'avoir bougé, mais à la fois on était plus singulier parce qu'on était en province et qu'il y avait peu d'acteurs en province, donc ça nous permettait aussi d'être mis en avant à ce titre-là. Carrément, moi je m'en souviens très bien parce que faut le dire, 2013 c'est pas du tout l'écosystème startup comme il est aujourd'hui, vraiment en tout cas une entreprise tech arrivait beaucoup plus facilement à émerger et à dire ouais on est là, surtout à Bordeaux, c'est pas aussi dense en 2013 qu'à Paris. Il n'y a pas encore tous les incubateurs, les accélérateurs, la French Tech n'existe même pas à Bordeaux à ce moment-là, donc c'est vrai que ouais, moi j'ai un souvenir assez lointain en fait. J'ai l'impression que vous êtes là depuis longtemps et en fait c'est normal. Et en plus je trouve que vous êtes impliqué aussi dans l'écosystème tech bordelais à votre manière, mais on entendait parler de vous et c'est aussi ça qui fait, je pense, une forme de comment dire, vous avez émergé aussi, comme tu disais, être plus singulier. C'est clair qu'en étant en province, c'est peut-être plus facile.
Et je digresse beaucoup, mais du coup Bordeaux, donc Hello Asso, vous changez. Et Bordeaux, on avait déjà identifié Darwin. Ok. D'accord. Et en fait, et c'est aussi, je dirais, le dernier élément qui a fini par nous convaincre, c'est en fait en se projetant un peu à Bordeaux, on avait vu ce truc-là se lancer et on s'était dit, tiens, ça nous parle pas mal. Et donc on a été hyper, parce que comme tu le décris, pour nous la notion d'écosystème a toujours été hyper importante. Quand on est 4 dans une structure, d'avoir des bureaux à 4 seul, c'est un peu glauque. Et donc on a toujours évolué dans des espaces collectifs. Donc au début, plutôt dans la dimension entrepreneuriat social, on a fait plein d'espaces collectifs avec d'autres entrepreneurs sociaux, ça nous a vachement nourri. À Paris, on a fait aussi des pépinières innovation plutôt côté tech. On a toujours eu le sentiment d'être un peu à la croisée des deux. Et après c'est structuré un peu plus voilà, des écosystèmes d'acteurs un peu hybrides comme nous qui utilisent la tech mais sur une finalité sociale. Mais du coup c'était important aussi de là où on s'installait de retrouver en fait un écosystème qui allait pouvoir nous nourrir. À Bordeaux il y a d'autres, enfin à Darwin il y avait d'autres entrepreneurs sociaux, il y avait des assos, et aussi ça nous permettait de mieux travailler avec les collectivités. Parce que Paris, pareil, ils sont très sollicités. Et nous, les villes, c'est les premiers partenaires des assos. Donc on pense qu'on a beaucoup à faire avec les villes. Et en fait, quand on est arrivé à Bordeaux, ça a été hyper simple d'avoir un rendez-vous avec la ville. On a pu expérimenter plein de choses avec la ville de Bordeaux. Et du coup, on a pu monter plein de projets avec eux. On continue à faire plein de trucs avec eux. Donc du coup, et ça nous permet, quelque part, c'est un laboratoire aussi, ce qui nous permet de pouvoir échanger avec les collectivités sur leurs enjeux aussi vis-à-vis du secteur asso, pouvoir faire des projets en commun et qui ensuite, on peut les porter aussi sur d'autres villes. Oui, et puis donc c'est aidant. On va pas faire la promo non plus de Bordeaux, mais j'adore Bordeaux en plus. Mais c'est vrai que à Bordeaux, tu peux facilement continuer à travailler avec Paris, alors que à Paris, comme tu le disais, pour travailler en province, il y a une logique, c'est peut-être inconscient, mais un peu plus descendante. Donc on voit l'entreprise parisienne et peut-être que le fait d'avoir été en province, ça a changé quelque chose dans votre rapport avec les autres villes ou dans notre rapport avec Paris, oui. Du coup, c'est beaucoup moins supportable quand ouais. on s'est habitué à une autre ville. Mais vous n'avez pas arrêté de connecter avec Paris, en tout cas, parce que vous avez continué à lancer des initiatives. Oui, complètement. Complètement, et ça nous a pas porté préjudice, je dirais, d'être loin pour continuer. Et notamment on a organisé un événement qui s'appelle la Social Good Week. Je suis contente que tu parles, voilà, je te voyais venir sur le sujet plusieurs années d'affilée, et où là on a réuni aussi bien l'écosystème parisien mais aussi d'autres écosystèmes en région. C'est un événement qui était national. On a fait sur la dernière édition près de 100 événements à travers toute la France. Je pense que d'être à Bordeaux, ça nous a fait aussi peut-être porter plus d'attention aussi à ce qui se passait sur d'autres territoires, et de voir que y avait des dynamiques aussi hyper intéressantes. Et donc c'est sûr qu'on est sorti d'une vision qui était très parisien centrée. Et après, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, moi c'est ça que j'avais noté, c'est-à-dire que le fait d'être à Bordeaux n'a pas été un frein pour avoir un énorme impact. Et donc il y a eu la Social Good Week, et même t'as carrément pitché devant le président de la République. Vous avez fait une édition à l'Élysée. Ouais, à l'Élysée. On a invité du coup nos copains de Darwin. Vous avez fait partie de la première promotion d'un label qui s'appelait La France s'engage. Ça a changé aussi, ça vous a ouvert des portes, on va dire. Tu parlais des collectivités, mais là, être carrément à l'Élysée, recevoir vraiment des gens très importants de toutes les sphères. Il y avait des gens de l'État, mais il y avait aussi des acteurs numériques phares. Donc ça a changé quelque chose aussi. Tout à fait. Ça a changé quelque chose en termes de positionnement, et c'est vrai que donc c'est l'édition 2015 de la Social Good Week où on était rentré une année avant dans le programme La France s'engage, donc lancé par François Hollande, qui avait pour objectif de passer à l'échelle des initiatives innovantes en termes d'impact social. Et à ce moment-là, nous, on a eu la chance d'être accompagnés par ce programme-là, et notamment où ils nous ont beaucoup poussé auprès des collectivités, des services décentralisés de l'État,
pour faire valoir la solution Helloasso et ce qu'elle pouvait apporter aux associations. Et quelque part qu'on puisse aussi devenir une brique de l'accompagnement qui était mené sur le territoire. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et après, clairement, d'être reçu à l'Élysée, ce qu'on a négocié du coup avec eux ensuite dans le cadre de ce programme, il y avait un enjeu pour nous de reconnaissance et de positionnement de l'écosystème. C'est-à-dire de pouvoir réunir, et on se disait avec l'associé Godot qu'il fallait réunir la tech, les acteurs associatifs, en étant convaincus que l'un et l'autre avaient beaucoup à s'apporter, que les acteurs associatifs peuvent utiliser la tech et que ça va les aider dans leur mission, et si by the way ils peuvent aussi faire prendre conscience aux acteurs de la tech qu'il y a un peu plus que juste faire de la techno et que le sens n'est pas là, tant mieux, ce sera un effet qui se coule. Et en fait de pouvoir recevoir tout ce monde-là à l'Élysée, enfin en tout cas en termes de positionnement, en termes de reconnaissance aussi pour les acteurs qui depuis longtemps en fait portent ce message-là. Pour les acteurs associatifs, on a invité énormément de nos partenaires associatifs à l'Élysée. Je pense que c'est un symbole hyper valorisant pour eux en plus, et ça vous donne une responsabilité aussi après en tant qu'entreprise d'aller porter des sujets, je pense notamment sur la politique un peu plus RH aussi de la boîte. Vous avez pris parti, je pense notamment récemment Parental Act, des choses comme ça. Est-ce que vous dites oui, en tant qu'acteur un peu pionnier de la tech for good, on est un peu aussi locomotive et regardé par ce secteur-là, et donc on a une forme de responsabilité lorsque on entreprend? Ah bah ouais, clairement. Enfin, tu vois, sur ta dernière phrase, on a une forme de responsabilité quand on entreprend. Ça, moi, j'en suis intimement convaincue. Et du coup, tu vois, la question qu'on se pose et que je me pose souvent, c'est dans la zone de responsabilité qu'on a, enfin là où on peut agir, essayons d'agir avec ce qui a le plus de sens. Et quand j'étais jeune, je voulais travailler moi dans les droits de l'homme. Donc j'ai travaillé dans des ONG qui faisaient du plaidoyer sur les droits de l'homme, et je cherchais le changement systémique, de me dire je caricature, je vais changer le monde, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très chronophage et qu'en fait c'était dur d'obtenir ce type de changement systémique. Donc après, j'ai plutôt une approche très centrée sur l'impact, à me dire small is beautiful. Et en fait, pour moi, la responsabilité, ça commence par être attentif aux personnes qu'on côtoie tous les jours au bureau, à comment on fait des choix qui sont responsables et éthiques en tant qu'employeur, comment ensuite on fait la même chose vis-à-vis de ses utilisateurs, etc. Mais ça commence effectivement par nous. Mais ça, c'est plus un sujet, je dirais, d'alignement, que d'un sujet d'en être un exemple, en fait. Tant mieux si ça peut inspirer d'autres boîtes. Et effectivement, sur le Parental Act, là, il y a eu 350 boîtes qui se sont mobilisées pour qu'ensuite l'État choisisse d'élargir le congé paternité à 28 jours pour tout le monde. C'est ça pour le coup, là, c'est un impact social hyper fort. Le faire juste pour nous, c'est cool pour les collaborateurs. Si ce type d'action permet effectivement de changer la loi, là, c'est plus impactant, quoi. Félicitations déjà de vous engager sur ce genre de sujet, et j'ai l'impression que ça fait partie maintenant de vous dire il faut qu'on fasse attention à la parité peut-être dans l'entreprise. Récemment aussi vous avez nommé une directrice générale, Anna, qu'on peut saluer. Ce genre de choix aussi, j'imagine que c'est pas anodin, c'est des choix forts. En tout cas, on voit que lorsqu'il y a eu cette nomination-là, ça a été repris, ça a été il y a eu des relais positifs. Ouais, c'est étonnant toujours en fait, parce que on devrait pas s'étonner de ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi je trouve que c'est un sujet sur lequel je trouve ça intéressant d'en discuter avec toi, parce que tout le monde n'a pas vraiment un avis là-dessus, mais sur ce qu'on peut appeler une forme de pas de quota, mais de diversité forcée, etc. en entreprise. J'ai perdu le mot. De discrimination positive. Discrimination positive, merci. C'est toujours, il y a toujours une balance un peu à trouver. C'est est-ce qu'il faut le faire maintenant pour que ça devienne plus normal après? Est-ce que si on le fait, on regarde, ça veut dire qu'on regarde moins les compétences? C'est quoi ton avis sur la question? Moi, je suis plutôt pour les quotas. Et je pense que ça ne vaudra qu'un temps. C'est-à-dire que tout est une question de rôle modèle. Et en fait, à partir du moment où il y aura autant de femmes que d'hommes dans des postes à direction, des postes de pouvoir,
dans toute sphère confondue. En fait, à un moment, les petites filles qui grandissent, qui font des études, pourront se projeter où elles veulent, pourront aller où elles veulent, et surtout, les hommes ne leur mettront pas des bâtons dans les roues pour leur dire ta place n'est pas là. On n'y est pas. Ouais, aujourd'hui. Et encore plus dans la tech et dans le numérique au sens large. Encore plus dans la tech. Et après, là-dedans, il y a de la construction sociale, je dirais, sur voilà, l'éducation des petites filles, l'éducation des petits garçons. Donc en fait, il y a des choses qui partent de très loin et qui vont mettre du temps à changer. Mais on voit qu'on est quand même sur quelque chose qui est plutôt positif, qui est en train de changer. Mais il faut encore quelques générations, je dirais, pour qu'on soit à l'égalité complète. Et donc, en attendant, il y a vraiment cette question de faire de la place aux femmes. Et moi, j'aime beaucoup l'adage qui a été lancé là par Sista, c'est il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et qu'à un moment, on n'aura plus besoin du tout de cette logique de quota. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est importante parce que on est quand même dans, quand on regarde les conseils d'administration des boîtes du CAC 40, donc aujourd'hui, il y a un impératif de parité, mais on n'a quand même pas de femmes à la tête d'une boîte du CAC 40. Sista a fait un super travail là-dessus. J'essaierai de partager, en tout cas en lien avec ce podcast, des infos. En tout cas, les chiffres sont édifiants sur le nombre, par exemple, de femmes à la tête d'entreprises dans lesquelles on investit. C'est vraiment assez étonnant. Et malgré qu'il y ait les chiffres, on a l'impression que le changement est très difficile. Alors bon, moi je suis un grand optimiste et j'entends ce que tu dis et du coup ça. Oui, mais je pense qu'il y a pas mal d'idées à déconstruire. Et après, là, quand tu parles de la nomination d'Anna, ça me fait doucement grincer des dents parce que je me dis c'est pas normal en fait que ce soit étonnant parce que en fait des nominations de DG, que ce soit un homme que ce soit une femme, ça devrait être business as usual quelque part. Et à la fois je comprends l'écho que ça rencontre, qui est que ça montre que ça remplit ce rôle de rôle modèle. Carrément, parce que c'est rare en fait. C'est rare. Et à ce titre, c'est bien de le valoriser parce que en fait, ce qui est important, c'est que toutes les jeunes filles, les collégiennes, les lycéennes qui regardent et tout, se disent qu'elles peuvent y aller aussi, quoi, quelque part. Et donc du coup, à ce titre-là, tant mieux si c'est repris, même si j'ai hâte du moment où ce sera juste normal. Ouais. Toi, on parle de rôle modèle. Toi, t'en as eu des rôles modèles ou en tout cas des mentors ou des gens sur là, ton chemin qui t'ont soit inspiré de près ou de loin? Oui, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Après, pas forcément des gens connus, c'est ça? Non, pas forcément des gens connus, des gens que j'ai pu croiser. Enfin, non, il y en a eu beaucoup. Après, moi, je pense que c'est très que le fait d'entreprendre est très conditionné aussi par l'éducation qu'on a reçue. Et moi, j'ai eu la chance, mon père était entrepreneur. Il m'a jamais entre guillemets considérée comme une fille, enfin dans le sens où il a pas du tout une approche je dirais genrée vis-à-vis de moi comme ça peut exister malheureusement dans d'autres familles, enfin et du coup je sais que ça m'a vachement portée parce que un sentiment de confiance a priori très fort, et après moi j'ai aussi ma grand-mère a été une grande inspiration dans ma vie parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour pouvoir travailler. Et en fait, elle a réussi envers et contre tout à un moment travailler, exercer. C'est le plus beau truc qu'elle a fait de sa vie, quoi. Ouais, et en fait, quand je l'entends en parler, et je suis hyper reconnaissante et admirative de toutes ces femmes qui se sont battues pour que des personnes comme moi ou d'autres réussissent aujourd'hui à faire ça sans trop de difficultés, même s'il reste encore énormément de travail, énormément de discrimination vis-à-vis des femmes. Mais voilà, et après aussi les réseaux qui se sont créés aujourd'hui autour des femmes en fait sont hyper porteurs et soutenants. Ce qu'on appelle la sororité, et moi je suis dans pas mal de clubs et de réseaux qui sont que entre femmes, et donc souvent si on se dit mais pourquoi vous acceptez pas les hommes, il y a tellement de réseaux où ils sont que entre hommes, qu'à un moment si eux ils font du bisbille entre le gens de pouvoir toute la journée entre mecs, on peut très bien en faire autant. Clairement. Et puis à un moment on n'aura plus besoin de ces réseaux là, et voilà, on aura retrouvé aussi de la mixité dans l'ensemble des sphères et des réseaux de pouvoir, mais en attendant je sais que c'est des choses qui sont assez soutenantes.
C'est très beau ce que tu as dit sur ta grand-mère. Et, vu qu'on est à peu près de la même génération, ça me rappelle aussi à la mienne. Des fois, j'ai des discussions avec elle et je me rappelle que des choses toutes bêtes comme ouvrir un compte en banque, le droit de vote, même travailler, c'est pas si vieux que ça hein, dans notre monde moderne. Et donc, ça prouve aussi une forme de précarité de cette situation-là, et donc il faut aussi que nous on tienne ce sujet-là, tous hommes, femmes, et qu'on soit un peu ces gardiens du nouveau temple là. Vu qu'on parle de tout ça, est-ce que tu veux et en profiter plus, c'est marrant que tu mentionnes les hommes, parce qu'en fait on en a tous besoin, c'est-à-dire autant les hommes que les femmes, et qu'en fait comme tu le dis, on est sur le droit des femmes, on est sur quelque chose qui est assez récent, sur le droit de vote, c'est quelque chose, c'est un demi-siècle quoi. C'est rien du tout. Donc avant la femme était complètement exclue de l'espace public, donc elle était cantonnée à la sphère privée, et donc tout au long du 20e ça a évolué, et les femmes sont aujourd'hui, je dirais, égales aux hommes en droit. Dans les faits ce n'est pas le cas, et quelque part je pense que la position dans laquelle les femmes ont été contraintes de rester, et le sont encore aujourd'hui dans beaucoup de sociétés, il y a aussi l'inverse, qui est que ça force les hommes à être dans une certaine position. Et typiquement sur le sujet du Parental Act, pour revenir à ça, dans le plaidoyer qui a été fait sur le sujet, c'était hyper important que le congé paternité soit obligatoire. Parce qu'en fait aujourd'hui, il y a il me semble, 70% des hommes qui prenaient le congé paternité, parce que sinon ils sont regardés par leurs collègues, c'est toi qui t'occupes des enfants, c'est pas maman qui s'en occupe, et que eux-mêmes en fait peuvent subir aussi une forme de discrimination à pouvoir justement assumer leur part, qui va être plus de vouloir aussi s'occuper de leurs enfants, de vouloir aussi être à la maison. Et je pense qu'en fait de plus on va attendre vers cette égalité de fait entre les hommes et les femmes, en fait on va tous y gagner, parce qu'on aura tous la possibilité d'avoir ces équilibres là, que ce soit pro et perso, sans se dire non, ça c'est un job de nana, mec. Je suis à fond d'accord, et puis le jeune papa qui est en moi ne fait réceptif. Être d'accord, parce que c'est tellement des beaux moments en plus, ça tombe sous le sens. Vu que le temps file, mais qu'on parle de ce sujet-là, tu veux peut-être profiter de ce moment de parole pour dire un petit mot sur la Fondation des femmes, et peut-être nous en parler un peu plus. Oui, alors la Fondation des femmes, c'est une structure qu'on a lancée en 2015, et c'est suite à des échanges que j'ai eus avec une association féministe qui est collectée sur Helloasso, et avec lequel on échangeait assez fréquemment sur des enjeux de collecte de fonds. Et donc la porte-parole de cette association, donc Anne-Cécile Meffer, me dit tiens, j'ai une idée, j'ai pensé à toi, je voudrais qu'on monte l'équivalent du Silection, mais pour le droit des femmes. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, en fait, personne ne donne pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Personne ne donne aux associations qui agissent pour accompagner les femmes de victimes de violences ou pour prévenir les violences faites aux femmes. Alors qu'à côté de ça, on a des levées de fonds énormes. On citait souvent la SPA, par exemple, qui arrivait à collecter des centaines de millions d'euros. Et donc on s'est dit, en fait, si on veut vraiment agir sur ce sujet de l'égalité, il y a des associations qui font un travail absolument formidable sur le terrain. Elles n'ont pas du tout d'argent. Et on va créer une fondation pour les soutenir, considérant que le budget qui était mis par l'État était insuffisant. Je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Le budget était très insuffisant, et que ça nécessitait de la mobilisation aussi du grand public, des entreprises, pour pouvoir justement aider toutes les associations qui agissent pour faire progresser les droits des femmes. Et donc c'est ce qu'on a fait, et 4 ans plus tard on a collecté près de 4 millions d'euros. Wow. On a réussi à fédérer beaucoup d'acteurs, que ce soit des entreprises, des particuliers, des célébrités, et de se dire en fait que en fait l'égalité, et de vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas simplement une question de plaidoyer, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr du plaidoyer, mais il y a aussi un moment des actions très concrètes qu'il faut mettre en place auprès des femmes, pour les aider à accéder à des opportunités économiques, pour les former, pour aussi pouvoir accompagner toutes les femmes qui vont être victimes de violences, les aider à se reconstruire, etc. Et pour ça, il faut des moyens.
il faut de l'argent, et tant qu'on met pas cet argent sur la table, on reste dans une situation qui n'évolue quasiment pas, qui est que sur ces dernières années, et par exemple si on regarde le nombre de féminicides en France, c'est-à-dire les femmes qui se font assassiner par leur conjoint, leur ex-conjoint, il est stable depuis 5 ans. Et en fait, il y a pourtant plein de choses qui peuvent être mises en place en termes de prévention, en termes d'accompagnement, d'accès à la justice, de reconstruction des femmes, qui permettraient de prévenir ces drames. Et donc on s'est dit, on va pas rester à attendre, on va pas rester à uniquement parler, et puis on va passer à l'action, quoi. Ouais, et puis sincèrement, bon là on a parlé de sujets qui peuvent paraître aussi lourds, mais enfin grâce à ça, il y a eu plein de belles initiatives de mener, et en tout cas tous les gens qui nous écouteront et qui auront envie d'en savoir plus, pareil, faut y aller. Fondation des femmes, il doit y avoir un site web en tout cas. Voilà. Fondationdesfemmes.org. Parfait. Le temps file, forcément il y a des milliers de questions que j'ai pas pu te poser. On va terminer j'ai envie de te poser des questions pour en savoir un peu plus sur comment toi au quotidien, dans ta posture de chef d'entreprise, présidente de Hello Asso, tu fais pour par exemple continuer d'apprendre. Quels sont aussi peut-être les outils. Donc voilà, j'ai quelques questions comme ça. La première, on va y aller avec celle-ci, hein, c'est comment toi au quotidien tu continues à te former et à apprendre. Alors, des livres, des podcasts. T'en as à nous recommander un ou deux Simon Sinek. Ok, ouais, Start with Why par exemple. Start with Why, Leaders Eat Last. Okay. C'est le dernier que j'ai lu. Globalement, je souscris beaucoup à tout ce qu'il dit. Et le dernier, la Leaders Eat Last, est vraiment sur le rapport sur comment on crée justement de la sécurité pour les collaborateurs, et très lié au leadership et à comment justement s'occuper d'humains comme ça. Et enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai trouvé très bien. Top, bon, c'est très bien, parce que j'avais une phrase sur est-ce que tu as un livre ou quelque chose à nous recommander, donc on a fait les deux en un. Celui-là m'a pas mal parlé. Après, moi je trouve que l'apprentissage le plus rapide, ça reste de pouvoir demander des conseils à des gens qui peuvent avoir vécu les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, là, on était réunis dans un petit... à la préfiguration de la cité numérique entre startups, ça permet d'avoir des liens avec aussi d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes problématiques, et parfois en un coup de fil en fait ça déverrouille. Après, et globalement j'essaie de pas rester souvent avec un sujet que je mouline dans ma tête, mais plutôt d'en parler assez vite à des gens qui je pense peuvent nourrir la réflexion. Et à ce titre j'ai un comité d'orientation aussi où il y a des entrepreneurs qui accompagnent justement le développement des Asso, et où c'est hyper précieux en fait. Top. Comment tu fais au quotidien pour t'organiser et avoir cet équilibre vie perso, vie pro dont on fantasme tous Je galère. Ouais. J'essaye de sauvegarder tous mes week-ends. J'y arrive pas toujours. Et après, j'ai généralement 2 jours dans la semaine où je vais travailler plus tard. Et après, les 3 autres jours, pouvoir au contraire me dire qu'à 18h30, 19h, j'arrête. Et d'ailleurs, là, je vais vraiment devoir te laisser bientôt. Et pour le coup, là, c'est un de ces jours. c'est la question est top. Mais du coup, ma dernière peut-être question, justement, c'est à toutes les personnes qui ont envie de s'engager dans l'entrepreneuriat dit social ou impact, et qui ont des idées parfois qu'on a pu dire farfelues, comme on a pu vous dire. Quel conseil tu leur donnerais comment passer à l'action, ou alors voilà, un conseil aussi qu'on a pu te donner toi et que tu as gardé avec toi et que tu aimerais transmettre. Je pense qu'il y a un sujet de persévérance. Donc déjà, un conseil, c'est de comprendre que ça dure longtemps. Et c'est vrai que moi, je le répète souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et en fait, il faut s'accrocher. C'est important de pouvoir fédérer autour de soi des personnes qui non seulement croient dans le projet, mais qui sont prêts à se mouiller un peu. C'est-à-dire qu'au début, moi, on m'avait dit méfie-toi des gens qui disent c'est super ce que tu fais. Demande-leur de t'aider et vois ceux qui répondent présent. Parce qu'en fait, c'est super ce que tu fais, ça veut dire je ferai jamais rien avec toi. Et globalement, de ceux qui y croient et qui répondent présent, de pouvoir les garder proches et avancer avec eux, parce qu'on a tous besoin de soutien, et qu'en fait, après de s'associer, nous on a été du coup 3 au départ et puis 2 après pendant 10 ans, en fait
ça aide, parce que quand il y en a un qui a un petit coup de mou, l'autre il est peut-être dans une meilleure dynamique, et donc du coup ça fait un effet de compensation en termes d'énergie. Moi je conseille vivement, et là la nomination aussi du nouvel DG est pour retrouver un fonctionnement en binôme qui est hyper précieux en fait. Top. Merci beaucoup Léa pour toutes les personnes qui voudront en savoir plus sur Hello Asso. Il y a plein de choses à regarder chez vous. Vous partagez un rapport aussi chaque année un peu sur votre activité qui est hyper enrichissant. Voilà, il y a tout simplement à aller sur le site. Vous partagez beaucoup comment fonctionne l'entreprise, les valeurs, etc. On n'a pas pu forcément tout aborder en 45 minutes. Je te remercie beaucoup. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion potentiellement dans un an de voir si vous êtes passé à 160 ou 150, si vous avez refait x2. En tout cas, moi je vais te dire c'est super ce que vous faites. Et pas parce que, comme tu l'as dit, je ne m'intéresse pas au projet, loin de là. Merci beaucoup pour le temps accordé, et puis j'espère à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt, merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.